Et nous revoilà pour discuter de nature. Moi, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de discuter de ce sujet, du concept de nature. C'est un sujet passionnant, fascinant, intriguant. Et donc, bienvenue sur Floraison, dans cette mini-série Penser la nature, écrite à partir de l'ouvrage La part sauvage du monde de Virginie Maris. C'est un deuxième épisode consacré à l'histoire et à la fin de la nature. Si vous n'avez pas écouté le premier, je vous invite vraiment à le faire, parce que dans le premier, il y a les définitions, et c'est toujours important de commencer par ça. Et si c'est déjà fait, c'est parti, bonne écoute. Dans cette deuxième partie, on va examiner l'histoire et la fin du concept de nature. Oui, je sais, c'est triste. Mais avant toute chose, on doit parler d'un concept associé à notre définition de la nature. Et ce concept, c'est celui du grand partage. Donc dans la première partie, on a vu les trois sens différents de la nature. Et celui qui nous intéressait, c'est celui de l'altérité. La nature-altérité, c'est-à-dire la nature comme opposée aux humains, opposée à la culture, opposée à l'artifice. Et donc, comme on voit qu'il y a les humains et la nature d'un côté et de l'autre, cette définition sous-entend forcément un partage entre les deux. C'est ça qu'on appelle le grand partage, une séparation entre les humains et leur production d'un côté, le monde naturel de l'autre. Et la substance de ce partage, cette frontière, cette relation complexe entre nature et culture, c'est un point central du livre de Virginie Maris. Et pour entrer dans le cœur du problème, il nous faut examiner une idée importante. Et cette idée, c'est la suivante. Le grand partage serait le grand responsable du désastre actuel. On va voir si ça tient la route. Alors, grand partage, grand coupable. Alors, c'est une critique notoire qui est faite du grand partage. Cette séparation entre nature et culture serait à la racine de la crise environnementale. Donc, on va voir pourquoi et comment, mais c'est important de le savoir, puisque c'est ce qu'on a commencé par faire dans le premier épisode. Donc, si c'est le cas, si c'est vrai, c'est grave. La pensée occidentale moderne construit un dualisme en deux étapes. La première étape, c'est on opère un grand partage nature-culture, c'est ce qu'on vient de faire, en reconnaissant une altérité radicale au monde naturel. Et la deuxième étape, après avoir fait ce partage, on établit et on justifie une hiérarchie entre les deux, une supériorité de la culture sur la nature, mais ça marche avec d'autres choses, ça marche des humains sur les non-humains, des hommes sur les femmes, etc. C'est bien pratique, ça marche avec tout. À partir d'une distinction, on crée une hiérarchie. Et ainsi, on peut justifier la domination et l'exploitation de la nature par les humains. Après avoir effectué cette dichotomie, on hiérarchiserait invariablement. C'est le partage entre nature et culture mènerait invariablement, nous dit-on, à une hiérarchisation entre les deux parties. C'est ce que la pensée occidentale fait. On voit une différence, hop, on hiérarchise. Encore une différence, on hiérarchise. Voilà, on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Et donc on ne peut pas faire autrement. Et puisqu'on ne peut pas faire autrement, la seule solution qu'on a à disposition, ce serait de sortir de cette dichotomie, d'arrêter de séparer humain et nature, puisqu'en fait, si on sépare, on hiérarchise. Et donc, au lieu de séparer, on dirait que il faut adopter une vision du monde intégrative. Et cette vision du monde mettra un terme au désastre écologique. En tout cas, on l'espère. Mais tout cela est-il bien justifié ? Alors, c'est pas ce que l'histoire confirme. Premièrement, l'idée de nature-altérité n'implique pas nécessairement son appropriation et sa destruction. Donc, on va voir que c'est pas parce qu'il y a différence qu'il y a dualisme. Et deuxièmement, l'idée de continuité n'a pas empêché la grande accélération du développement. Ça, c'est quelque chose qu'on examinera plus en détail dans le 3e épisode,
la prochaine fois, consacrée aux absorptions de la nature. Par ailleurs, attribuer la catastrophe écologique au dualisme de la civilisation occidentale, c'est passer sous silence les dynamiques et les rapports de force qui la sous-tendent, les moyens matériels, la puissance de destruction des outils. Le défi de cette mini-série, le défi de l'œuvre de Virginie Maris, c'est de penser justement cette différence, penser cette séparation sans dualisme. Dans le dernier épisode, on examinera bien plus en détail les mécanismes du dualisme pour vraiment comprendre comment ça fonctionne et comment l'éviter. Examinons donc plus en détail l'histoire du concept de nature. C'est un concept construit dans la culture, dans le langage, et son contenu varie. La nature ne renvoie pas aux mêmes choses à travers les époques. Virginie Maris ne cherche pas à faire une généalogie complète, totale de l'idée de nature. Elle limite ses recherches historiques à la conception de nature comme part sauvage du monde en Occident. C'est dans l'Antiquité qu'on invente la nature, avec Aristote. Aristote fait se détacher la nature comme une entité autonome. Pour lui, elle est un ensemble de phénomènes liés par des lois qui leur sont propres, séparés des affaires humaines, valant par eux-mêmes. Avec le christianisme, la nature est à craindre. Le christianisme impose un dogme, une séparation stricte entre Dieu et la nature. L'humain est situé entre les deux, entre Dieu et entre la nature. Son âme le relie à Dieu et sa matérialité le relie à la nature. Ainsi, au Moyen-Âge, la nature est perçue comme un instrument divin. Elle est inférieure, elle est dégradée, elle est au service de Dieu. Toutefois, dans cette conception, même si la nature est un moyen de Dieu, est un instrument divin, elle conserve une part d'autonomie, une part de mystère, et en conséquence, puisqu'elle échappe à l'humain, elle est une puissance à craindre. On a une conception de la nature comme nature à craindre. À l'époque moderne, c'est la nature à dominer. La nature, elle est vidée de toute son autonomie. Elle n'a pas ses fins propres, elle ne vaut pas par elle-même. On a Descartes, qui pour lui, les animaux sont comme des machines, des automates, faits de rouages, faits de ressorts. Et afin d'améliorer la destinée humaine, supposément, il faut connaître les secrets de la nature grâce à la science et la servir et la contrôler grâce à la technique. La nature est ainsi radicalement instrumentalisée, elle est asservie aux finalités humaines, mais des hommes blancs en particulier, occidentaux. Alors là, on a vraiment la construction d'un dualisme à partir des différences. Les modernes établissent des hiérarchies, et comme je l'ai dit, on reviendra sur ces mécanismes dans la dernière partie. Cette vision du monde connaît un succès fulgurant, et certainement, probablement, parce qu'elle vient renforcer et justifier les hiérarchies existantes à cette époque. À l'époque du romantisme, on a une conception différente de la nature qui arrive. C'est au XVIIIe siècle. Le romantisme est une réaction au rationalisme des modernes. Contre l'avènement du capitalisme et la réduction mécaniste du vivant, le romantisme est intimement lié à l'idée de nature et va l'investir de valeurs inédites. La nature est à admirer, elle est une force puissante, une force sublime, exaltante. Donc elle gagne en grandeur, cependant elle perd en altérité. Elle perd en altérité puisqu'en fait elle sert d'écran de projection narcissique aux valeurs humaines. C'est le reflet grandiose des humains sublimes, puissants. Au XIXe siècle, c'est la nature à intégrer. Pourquoi ? Parce qu'on a la théorie de l'évolution par sélection naturelle qui arrive et qui a un impact considérable sur les conceptions du monde et du coup sur l'idée de nature-altérité. À trois niveaux différents. Au niveau de l'histoire, on découvre que la nature n'est pas immuable. Elle a sa propre histoire. D'ailleurs, il y a des espèces qui évoluent, des espèces qui disparaissent. Et la nature n'a pas été créée par Dieu pour les besoins des humains.
Ensuite, au point de vue de la continuité, les êtres humains sont issus du même processus, il y a une continuité, du même processus d'évolution que les autres espèces. Ils ne sont ni exceptionnels, ni supérieurs. Et à un troisième niveau, un niveau d'interdépendance, les êtres vivants sont en interaction avec les autres organismes, y compris les humains. Et le concept de nature évolue jusqu'à aujourd'hui, où on a une nature à protéger, du fait de la prise de conscience que les activités humaines exercent une pression sur les milieux naturels. Cette prise de conscience, elle n'est pas nouvelle. Les risques y sont étudiés dès le XVIIIe siècle, mais ils n'ont pas d'effet politique. Et c'est au début du XIXe siècle, au moment où il devient vraiment difficile d'ignorer les innombrables destructions causées par le développement industriel, à la fois sur l'humanité et sur la nature. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise que la nature, elle est vulnérable. En tout cas, elle est perçue comme vulnérable. C'est pourquoi elle doit être protégée des assauts de la modernité. Jusque dans les années 80, où le terme nature va disparaître progressivement et va être remplacé par la biodiversité. Et voilà, la biodiversité, c'est un terme qui va remplacer toute référence à la nature à la fois dans le monde scientifique, politique et militant. La protection de la nature suit aujourd'hui 3 approches. La première, c'est le préservationnisme. Elle est d'inspiration romantique. Le préservationnisme entend limiter l'emprise et les interventions humaines sur la nature sauvage. Il se manifeste par la création de parcs, de réserves naturelles sur des sites jugés remarquables. La deuxième approche de protection de la nature, c'est le conservationnisme. Alors lui, il est utilitariste et instrumental. Il entend gérer les ressources naturelles et les préserver leur capacité de régénération afin de les exploiter le plus longtemps possible de façon optimale. Voilà, là, la nature, elle est vraiment considérée comme un stock de ressources, mais il faut la préserver parce que si on ne le fait pas, on va gaspiller ce stock de ressources. Et voilà, il nous faut du bon développement, du développement durable. Et politiquement, ça ne se manifeste pas par la création de parcs ou de réserves, ça se manifeste par l'institution de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on va faire du bon prélèvement de ressources, grâce à des quotas, des moratoires. Et on a une troisième approche qui est plus scientifique, et celle-ci, elle est centrée sur la biodiversité. Donc là, on ne cherche pas vraiment à savoir si les humains influencent le site ou s'ils surexploitent les ressources. Ce qui nous intéresse, c'est la biodiversité, c'est-à-dire si on contribue ou si on empêche le maintien de la diversité du vivant. Une critique évidente du grand partage de la séparation entre nature et culture, c'est de dire en fait c'est plus compliqué. Et évidemment, on peut dire ça avec tout, à chaque fois qu'on a des catégories, des concepts. Oui, dans la réalité, c'est plus compliqué. Et le grand partage, c'est un élément central de la pensée moderne. Et pourtant, dans la pratique, dans la réalité, on est effectivement très loin d'un partage absolu entre d'un côté la nature, de l'autre la culture, d'un côté le naturel, de l'autre l'artificiel. Voilà, c'est complexe. Ce sont deux notions inextricablement liées, nature et culture. C'est un rapport profond, complexe, et parfois c'est très instrumental, parfois ça l'est pas du tout. Donc voilà, c'est plus compliqué que nature et culture d'un côté et de l'autre. Premièrement parce que la nature influence la culture. Dès la préhistoire, on observe que des cultures se sont développées différemment selon leur environnement. Voilà, l'environnement influence les sociétés, l'organisation sociale, la répartition des tâches, le niveau de coopération entre les individus, même les trajectoires de domestication, évidemment les mythes, les arts, etc. L'influence est énorme. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. La culture influence la nature, puisque les activités humaines, on le sait, ont une influence significative sur le fonctionnement des écosystèmes. Partout où les humains s'installent, ils jouent un rôle d'espèce clé de voûte.
Alors, clé de voûte, ça désigne une espèce dont l'effet sur l'environnement est disproportionné au regard de sa population. Effectivement, plus que deux mondes complètement étanches, nature, altérité et activité humaine présentent tout un spectre, tout un éventail de relations différentes, d'agencements différents. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire au grand partage, c'est que dans la réalité, c'est plus complexe. Oui, mais il y a un problème à l'abandonner totalement. Parce que qu'est-ce qui se passe si on abandonne totalement le partage entre les deux ? Si on suit ce raisonnement, la question n'est plus alors de préserver une nature sauvage intacte, puisque ça n'existerait plus, mais la conséquence, c'est de mettre en place simplement des relations favorables aux humains et à la nature, notamment en se focalisant sur le principe de la biodiversité, et en disant, on va préserver la biodiversité, puisque ce qui est bon pour la nature, c'est aussi bon pour les humains. Et protéger la nature, c'est facile. En fait, ça revient à nous protéger nous-mêmes. Voilà, donc les deux vont ensemble, et donc c'est gagnant-gagnant. La nature nous rend des services écosystémiques, entre guillemets. Et tout ça, en fait, c'est un glissement anthropocentriste qui pose de sérieux problèmes qu'on va voir maintenant et qu'on verra dans le prochain épisode. En fait, insister sur l'intégration des humains dans la nature fait de la nature, le milieu des humains. Et ça nous fait perdre la capacité de reconnaître et de défendre son altérité. Que faire, par exemple, des nombreux conflits entre les intérêts des humains et ceux des autres espèces ? Comment justifier que certains lieux demeurent sauvages, hostiles, inhabités ? Comment mettre des limites à l'habitation totale ? Au nom de quoi poser des limites ? Au nom de quoi poser des limites à l'empire humain si l'altérité de la nature n'est pas reconnue ? Si ce qui est bon pour la nature est bon pour les humains, il n'y a aucune raison de mettre des limites. Et on en arrive donc à une véritable fin de la nature. Ce qui nous emmène à présent au concept d'anthropocène. Alors c'est amusant parce que Virginie Maris publie son livre dans une collection qui s'appelle Anthropocène, et pourtant elle n'est pas du tout en phase avec ce concept que vous connaissez sûrement, vous avez déjà probablement entendu, et ça a été utilisé pour la première fois par Paul Crutzen pour proposer un nouvel âge géologique, l'ère de l'humain. Ça désigne la période dans laquelle l'impact des influences humaines devient significatif à l'échelle de l'histoire de la Terre. Cette conception pose de nombreux problèmes fondamentaux pour nous. En voici 4. Le premier, c'est que, selon le concept d'Anthropocène, si l'influence des humains se présente sur toute la planète, alors la nature-altérité n'existe tout simplement plus. Voilà, l'influence des humains est partout, et donc on en revient aux questions précédentes. Deuxième problème, l'Anthropocène nous parle d'un système Terre. C'est un système Terre qui est observé de l'extérieur, c'est déconnecté des dynamiques du vivant, de l'action politique, des choix. Troisième problème, on dit bien l'ère de l'humain, c'est-à-dire l'impact sur la nature est très globalement attribué au destin commun de l'espèce humaine dans son ensemble, ce qui invisibilise les multiples rapports de force, les groupes, les sociétés, les États, qui ne contribuent pas tous également au désastre écologique et qui n'en subissent pas tous les effets de la même façon. C'est un récit qui efface la question du pouvoir, donc c'est très problématique. Et enfin, quatrièmement, le désastre écologique y est appréhendé via des courbes et des graphiques comme un problème d'ordre technoscientifique. Et qui présente un problème sous une forme technoscientifique appelle à des réponses du même ordre, donc qui doit être un problème qui doit être résolu par les ingénieurs, les scientifiques,
grâce à une gestion globale. Et ça va loin, ça peut aller très loin si on suit cette perspective. Par exemple, avec une optimisation du climat, puisqu'il y a une catastrophe climatique, on va l'optimiser grâce aux ingénieurs, grâce aux scientifiques, et donc grâce à toute une industrie, une géo-ingénierie à large échelle. On va modifier le climat. L'Anthropocène n'est donc pas seulement un concept, il vient avec tout un programme de contrôle à grande échelle du système Terre. C'est un paradigme déguisé en époque, un projet politique de gestion du désastre par une gouvernance mondiale, un règne des experts au service de la civilisation industrielle. En ce sens, on peut parler aussi d'une fin de la société. C'est un problème de taille pour le mouvement écologiste, puisque ce concept et ce programme s'attaquent à la fois à la nature et à la liberté, qui nous sont chères. En désignant la gestion globale de la planète et de celles et ceux qui la peuplent comme solution au désastre, en désignant la gestion globale de la planète et de celles et ceux qui la peuplent comme solution au désastre, le programme Anthropocène évacue la question politique et sociale et appelle à une oligarchie technocratique, une tyrannie d'experts et de décideurs à l'échelle planétaire. Fin de la société, fin de la nature. Selon les mots de son inventeur lui-même, je cite, « Les vieilles barrières qui séparaient la nature de la culture s'effondrent ». Ça devrait faire plaisir à tous ceux qui prétendent lutter contre le dualisme. Voilà. Les barrières qui séparaient la nature et la culture s'effondrent. Ce n'est plus nous contre la nature, mais nous qui décidons ce qu'est la nature et ce qu'elle deviendra. Dans cette nouvelle ère, la nature, c'est nous. La nature est donc réduite à une simple chose, sans pouvoir ni autonomie. On retrouve dans cette perspective l'éco-charlatan Bill McKibben, dont on avait parlé dans le premier épisode du Feu Vert, qui, alors lui se guignole, il a même il a écrit en 1989 dans un livre « La nature est morte ». Tout simplement, la nature est morte. Là c'est bon, la question elle est réglée une bonne fois pour toutes. La nature elle est morte, donc c'est aux humains d'en prendre les commandes dans un narcissisme, dans un égocentrisme totalement décomplexé. Annoncer la fin de la nature, c'est assumer sa liquidation, c'est assumer l'artifice total. La nature est morte, donc tuons la nature. Dans cette mouvance, on retrouve les célèbres Bruno Latour et Philippe Descola. Descola pour qui carrément la nature n'existe pas. Alors certes, son travail, il fait un travail qui nous invite à ne pas universaliser le concept de nature-altérité dont on parle ici. Mais moi je me demande ce que concrètement ça apporte à notre résistance face à la destruction de la nature. Si on n'a plus les mots, si on ne peut plus nommer la nature, on ne peut plus nommer la destruction de la nature. Et concrètement, nature, dans les faits, est remplacée par des termes beaucoup moins intéressants comme le vivant. Pourtant pareil, on pourrait dire la même chose. Que signifie vivant ? Si on va dans cette voie, on a aussi des chimistes, des biochimistes qui nous assurent que la vie en tant que telle n'existe pas, personne ne l'a jamais vue. Comment résister dans ces conditions ? Par ailleurs, on peut dire que les plantations, c'est du vivant, les OGM, c'est du vivant, la vie domestiquée, civilisée, c'est du vivant. Qu'est-ce que ça apporte ? Utiliser ce mot, vivant, revient à abandonner les valeurs et les qualités associées au concept de nature qu'on essaie justement de défendre ici. Fin de la société, fin de la nature, fin de la préservation carrément, allons-y, puisque si la nature est morte, à quoi bon la protéger ? La nature protégée par les parcs, évidemment, est loin d'être vierge, même ce terme est problématique. Cette nature protégée, elle est loin d'être intacte de toute influence humaine, on a bien compris. Et donc, si c'est le cas, pourquoi préserver une nature fantasmée qui, de toute façon, n'existe plus ? La fin de la nature permet de se débarrasser de celles et ceux qui refusent le projet de domestication complète et totale du monde. Ça permet de se débarrasser de la conservation traditionnelle, jugée à la fois anachronique, coûteuse et même contre-productive. On n'y est plus.
voilà, la nature est morte, c'est la fin de la nature, ça n'a jamais existé. Donc l'heure est à la gestion de l'environnement, le développement économique, et tout cela, bien sûr, au nom du bien-être humain. Voilà pour aujourd'hui. C'est la fin de ce deuxième épisode, Histoire et fin de la nature. Un épisode de la mini-série Penser la nature, écrite à partir de l'ouvrage La part sauvage du monde de Virginie Maris. Dans le troisième épisode, nous parlerons des absorptions de la nature. Voilà, merci pour votre soutien. Partagez ce podcast s'il vous a plu, évidemment. Et à très bientôt sur Floraison.